bonjour, bienvenue pour cette traditionnelle conférence de presse de la FFM dans cette superbe bibliothèque. On va commencer par saluer les personnalités qui sont présentes ici avec Catherine Thèves, conseillère sport de monsieur Thierry Braillard. Il y a également Florence Wolf, coordinatrice du Bureau national de la FFMC. Éric de Seine, président de la SIAM, qui nous fait l'honneur d'être présent également. Et puis René Geneviève, secrétaire d'État de la branche de roue du CNPA, ainsi que les représentants des partenaires de la FFM. Et puis tous nos grands organisateurs, la CO du Mans, avec monsieur Pierre Fillon. Le circuit de Nevers-Manicourt, également représenté par Serge Saulnier. J'ai aperçu également Claude Michy, l'organisateur du Grand Prix de France Vitesse. Sophie Casanova, la Rivière Organisation, organisateur du Bol d'Or, du Supercross de Paris-Lille. Et puis monsieur Claude Massini, également l'organisateur du Grand Prix de France de motocross. Il a gagné un Grand Prix en vitesse en 1983 à Silverstone. Inamovible président de la Fédération française de moto. Je vous demande de faire une ovation pour monsieur Jacques Moll. Bonjour Jacques. Bonjour Rémi, bonjour Maxime, bonjour à toutes et à tous. Écoutez, je vous souhaite la bienvenue pour cette traditionnelle conférence de presse. C'est la 9e conférence de presse que l'on organise ici. Tu étais présent lors de la première, Rémi, je crois. Voilà, c'est toujours. Vous êtes plus nombreux chaque année, donc moi je suis vraiment très content de pouvoir vous exposer donc le travail qu'on a réalisé, les résultats que nous avons obtenus, que nos pilotes ont obtenus tout au long de cette saison, et puis également nos perspectives pour 2017. Alors on va attaquer, Jacques, avec, parce qu'il concerne à nous généralement les commentateurs, le sport, avec les résultats sportifs en 2016. Ces dernières années, c'était de très bonnes saisons. Là, c'est tout de même encore une bonne année pour les Français. Pas aussi bonne que l'an passé, parce que l'an passé, je rappelle que nous étions au ranking des médailles basé sur la gestion olympique, si l'on peut dire. Vous savez, on met premier ceux qui ont obtenu donc le maximum de médailles d'or, etc. L'an passé, on était premier. Cette année, on n'est que deuxième. Enfin bon, malgré tout, ça reste un très bon résultat avec de nombreux titres, qu'ils soient individuels ou par équipe. On va rappeler également, Jacques, le rôle des filières FFM avec tous les pilotes qui sont aidés par la Fédération française de moto dans toutes les disciplines. Oui, mais ça c'est une évolution notable sous ma mandature, c'est qu'on a pris la décision d'aider directement, financièrement, les pilotes, et on aide, je crois, environ 70 pilotes cette année. Ce sont donc des pilotes qui ont des programmes internationaux, des programmes en championnat du monde ou en championnat d'Europe, et dans toutes les disciplines, en vitesse bien sûr, mais également en motocross, en trial, en enduro, en course sur piste. A noter également que la France, en fait, on a fait des statistiques, c'est par exemple 141 titres de champion du monde, le premier en 79. Ça fait beaucoup. Oui, on n'avait pas eu de titre jusqu'en 79, et depuis 79, près de 150 titres, d'ailleurs dont la majorité ont été obtenus dans les années 2000 d'ailleurs. Et c'est partagé. Il y en a 54 en motocross, il y en a 43 en vitesse, et c'est vrai, vous soulignez les années, c'est vrai qu'il y en a presque la moitié depuis que vous avez été élu président. Je ne pense pas que ce soit uniquement lié à mon arrivée à la présidence, mais en tout cas, oui, on constate que la France est ces dernières années vraiment très forte et à très haut niveau au sport moto. Alors la moto, c'est un sport individuel, mais c'est également un sport d'équipe, parce qu'on a nos équipes de France qui ont été bien représentées, et je pense que vous pouvez être fiers, puisque les sélections ont été bonnes, que ce soit en quad, on l'a vu également en supermotard, et en motocross, une sélection, une équipe de France qui a fait parler d'elle, qui a même été critiquée, et puis au final elle termine sur la plus haute marche du podium. C'est là où je peux vous le dire, la fierté doit être là, puisque vous avez sélectionné l'équipe qu'il fallait finalement. Alors ça va être un petit peu, ça reste une énigme pour moi. On gagne chaque année depuis 3 ans, et on est toujours autant critiqué, notre choix est toujours mauvais, on aurait dû prendre une autre équipe, etc. Malgré tout, on gagne. Donc je pense qu'on y est peut-être un petit peu pour quelque chose, c'est d'abord les pilotes. Bon, je salue d'ailleurs Benoît Paturel, qui est l'un des 3 pilotes qui a remporté les Nations cette année, qui est parmi nous. Mais je crois aussi que l'évolution que l'on a mis dans nos sélections, l'autorité que l'on met aujourd'hui autour de cette équipe de France, les moyens que l'on y met, ils sont pour quelque chose. Pour que vous en rendiez compte, mis à part les Américains,
absolument aucun pays n'a réussi à remporter 3 fois de suite le motocross des nations. Le motocross des nations, c'est une très grande épreuve de motocross, c'est la plus grande au monde. Hein, l'ensemble des pays, une quarantaine de pays environ, envoient leurs 3 meilleurs pilotes pour participer donc à une course par équipe, et une course par équipe qui récompense donc les meilleurs crossmen au monde, en tout cas le meilleur pays au monde. Eh bien, on l'a remporté 3 fois de suite, et encore une fois, seuls les Américains avaient réussi à le faire depuis 50 ans, je crois que les Anglais, dans les années 50 ou 60, avaient réussi à faire la même chose. Mais en tout cas, récemment, eh bien, on est aujourd'hui les plus forts. D'ailleurs, Giuseppe Longo me l'a dit au congrès de la FIM à Berlin la semaine dernière. Il m'a dit, de toute façon, c'est clair, les Français, vous êtes en matière de motocross les plus forts, que ce soit en termes de pilotes, en termes de spectateurs, en termes de circuits, d'organisateurs, en termes de fédération aussi. Vous êtes les plus forts. Justement, Rémi, les plus forts, on les récompensera tout à l'heure. Voilà, effectivement, on vous le rappelle, en fin de conférence de presse, les trophées FFM qui sont derrière nous seront remis aux champions du monde, aux vainqueurs de Coupe du Monde et aux champions d'Europe français. Le prix également FFM du développement durable 2016 sera remis. Et puis il y aura bien sûr le résultat de l'élection du pilote FFM de l'année qui va clôturer cette journée. Justement, en parlant d'élection, hein, d'après les sondages, il y a un pilote qui est en train de sortir du lot, mais vous allez me dire, on ne croit plus aux sondages. c'est élection oblige, hein, forcément. Bientôt la présidentielle, et justement à la FFM, il y a eu des élections cette année, et le président élu, il est à mes côtés, c'est monsieur Jacques Boll. Troisième mandat. Troisième mandat, mais ce sera le dernier. Alors comment vous l'avez vécu cette élection ? Alors, ce sera le dernier d'abord parce qu'on a pris la décision récemment, hein, le comité directeur a pris cette décision il y a 3 ans, on a pris la décision donc de limiter dorénavant le nombre de mandats des présidents de la fédération à 3. Évidemment, je m'appliquerai cette mesure. Certains, en général, lorsqu'une telle mesure arrive, considèrent que ce qui précédait ne compte pas. Donc moi, pour ma part, je considère que ça compte, et donc j'arrêterai donc en effet la présidence de la fédération à la fin de cette mandature. Alors comment je l'ai pris ? Ben, écoutez, il reste du travail à faire, il reste 4 ans, hein, donc on a encore beaucoup de choses à faire, et je m'y emploierai. Et puis ensuite, de toute façon, comme j'ai déjà dit, je resterai au sein de la fédération. Je ne serai plus le président, simplement. Alors, pour rappel, hein, l'élection du président de la fédération se fait par des grands électeurs, un petit peu comme aux États-Unis. C'est un collège de 50 personnes, hein, qui représentent en fait les ligues, et qui vous élisent. Donc 50 personnes pour finalement, on l'a vu, 100 000 licenciés. On peut se dire ça fait peu, mais vous travaillez sur ce sujet-là. C'est un sujet qui vous concerne. Tu es en train de me dire qu'il y a un déficit de démocratie. En effet, moi c'est mon avis. Je considère anormal que 50 personnes, demain 25, hein, avec le rassemblement des régions, ce sera 25, peuvent à elles seules élire le président, le comité directeur et le président de la fédération. Donc j'ai déjà essayé une première fois de convaincre mon comité directeur de passer à 1200, 1300 exactement, hein, en ajoutant donc l'ensemble des clubs, en permettant à l'ensemble des clubs de voter également. Pour l'instant, c'est pas passé, parce qu'évidemment, il faut demander à la majorité qualifiée, à des gens qui ont la totalité du pouvoir, d'en abandonner une partie. C'est pas très facile à faire passer. En tout cas, je pense qu'aujourd'hui, avec le rassemblement des régions, je pense qu'on est obligé. Bon, la loi ne l'impose pas encore, mais un jour, peut-être que la loi l'imposera. D'ailleurs, il y a régulièrement des propositions de loi faites par des parlementaires qui proposent donc de limiter le nombre de mandats des présidents de fédé. Bon, je pense que ce sera un jour le cas. En tout cas, nous, on va essayer de faire en sorte d'élargir notre collège électoral d'ici la fin de cette mandature. Très bien, donc ça c'est un point, 4 années dans ce mandat. 4 années, et quels vont être justement les points d'action de ce nouveau mandat ? Les points d'action, qu'est-ce que tu veux dire exactement ? Alors, point d'action, qu'est-ce que la fédération va mettre en place ? Qu'est-ce qu'elle va consolider justement ? Non, on va d'abord consolider, parce qu'on a vraiment lancé énormément de chantiers, donc on va continuer à travailler là-dessus. On a également, donc je viens de l'évoquer, le chantier de la régionalisation. Ça, c'est pas très facile. Lorsque vous demandez à 3 ligues qui travaillaient de façon indépendante de se rassembler et de travailler ensemble, je peux vous garantir que c'est pas toujours très très facile. Bon, donc on a de nombreux chantiers à poursuivre. On a notamment le chantier des assurances. Un chantier des assurances, ça reste un chantier très important qui me préoccupe beaucoup. On en a régulièrement parlé, certains vont entendre sans doute pour la 4e ou la 5e fois mes explications en la matière, mais c'est une épée de Damoclès très lourde que nous avons au-dessus de la tête, et je tiens à l'évoquer à chaque fois. Je vous rappelle que jusqu'en 2010, il y avait une conception juridique qui s'appelait la théorie de l'acceptation des risques. Ça existait dans tous les domaines, hein, mais notamment en sport.
C'est-à-dire que les magistrats considéraient que si vous aviez un accident dans le cadre d'une pratique à risque, vous ne pouviez pas demander une indemnisation. Bon, en 2010, il y a eu un revirement de jurisprudence et aujourd'hui, les magistrats sont plutôt dans une logique d'indemnisation. À partir du moment où vous proposez une activité à risque, eh bien, il faut indemniser tous les sinistres qui interviennent. Alors bon, c'est une théorie, pourquoi pas, elle est défendable. Enfin, le résultat, c'est que pour nous, pour les disciplines à risque tels que le sport mécanique, eh bien, c'est quasiment impossible à gérer. C'est-à-dire qu'on est sur des augmentations de coûts d'assurance, des multiplications par 10 par exemple. Alors imaginez par exemple le Touquet c'est 60 000 € je crois d'assurance. Aujourd'hui on passe à 600 000, c'est simplement impossible. Voilà. Donc on continue à travailler là-dessus. On était au début un peu tout seul avec l'auto. Bon, aujourd'hui, malheureusement pour Eds, mais d'autres fédérations commencent à être impliquées. Depuis le début, on disait que ça impacterait tout le monde, en tout cas toutes les disciplines à risque. Aujourd'hui, il y a la fédération de montagne et d'escalade qui a d'énormes problèmes en la matière. Elle envisage même de fermer tous ses sites de pratique, vous pouvez imaginer. Donc, ça fait réagir un petit peu tout le monde. On a pu, récemment, j'ai pu aller au ministère de la Justice pour expliquer ça à des magistrats. Mais c'est pas très facile. Lorsque vous expliquez aux magistrats qu'un pilote moto est quelqu'un qui accepte de prendre des risques ultimes, qui est prêt en fait à mourir, à prendre le risque de mourir, parce que lorsqu'on prend le départ d'une course et qu'on va rouler à 300 km à l'heure, vous savez que vous risquez de vous blesser très gravement, vous le savez parfaitement. Arriver à faire comprendre ça à une magistrate qui en demeurant doit être mère de famille, qui a 38 ans ou 40 ans, qu'on accepte de mourir, c'est très difficile. C'est difficile. Eux considèrent que ce sont des risques inacceptables et qu'on ne peut pas théoriser cela, qu'on ne peut pas mettre dans le code civil que les gens acceptent de mourir. Donc à partir du moment où ils considèrent que les risques de blessures graves sont inacceptables, il faut donc les prendre en compte, il faut les assurer, etc. Et ce qui est très très difficile pour des disciplines telles que la nôtre. Jacques, j'ai une question à ce sujet. Vous nous aviez dit les années précédentes que vous aviez des assureurs anglais. Vous êtes quand même un bon client, je présume. Ça n'intéresse pas les assureurs français ? Les groupes français ? Ben si, ça les intéresse à condition de rajouter un zéro sur les primes d'assurance. Voilà, c'est-à-dire que, en effet, les assureurs anglais, et là je tiens à remercier d'ailleurs notre courtier en assurance, Grâce Savoie, qui nous a permis de travailler avec ces assureurs anglais. Ils ont permis un petit peu de figer le marché. La concurrence fait que les primes qui commencent à augmenter très fortement se sont arrêtées, les augmentations sont arrêtées. Néanmoins, la réalité du marché elle est toujours là. Et les assureurs anglais vont aussi vraisemblablement avoir des sinistres lourds à gérer dans les années qui arrivent. Je ne suis pas persuadé qu'ils restent comme les impôts. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être qu'ils ne seront plus là d'ici peu. Et à ce moment-là, les assureurs en français nous diront « vous l'avez bien dit, vous voyez bien ». Donc le risque va jusqu'à un risque d'inassurabilité pour nous. C'est-à-dire qu'on peut demain avoir des assureurs qui nous disent « écoutez, on considère que votre risque est trop important ». Donc on ne souhaite plus travailler dessus, on ne souhaite plus l'assurer. Et comme l'assurance est obligatoire en responsabilité civile, vous voyez les difficultés. Alors pour conclure, la situation reste très préoccupante. Donc. Tout à fait, tout à fait. Alors on avait réussi néanmoins à avoir une avancée très importante grâce à un Premier ministre qui aimait bien le sport mécanique en 2012, parce qu'il faut rappeler que précédemment, jusqu'en 2012, ça s'appliquait bien sûr pour les dommages corporels, mais également pour les dommages matériels. Ce qui veut dire que vous cassez votre voiture, vous cassez votre moto sur un circuit, vous pouviez aller voir l'organisateur et lui dire « écoutez, il faut me la rembourser maintenant ». Oui, non, juridiquement, c'était tout à fait défendable. Alors, grâce à François Fillon, dans les dernières semaines de sa présence à Matignon, on a réussi à faire prendre par le Parlement une disposition qui limite le risque, si l'on peut dire, au seul dommage corporel. Mais on n'a fait que la moitié du chemin. Donc un point important, forcément, qui va animer votre prochain mandat. Rémi, on fait un point sur les activités fédérales également en 2016. Voilà, Maxime l'a dit, alors qu'il y avait 60 000 licenciés en 2008, là on est grosso modo à 100 000, Président ? Oui, 100 000 en incorporant les titres de participation, des titres comme le passe-circuit, les spécialistes connaissent, etc. Ce n'est pas vraiment une licence, mais c'est un titre que la fédération distribue. Donc on est à près de 100 000 en effet. C'est quelque chose qui est cher à Pierre Bonneville qui travaille avec vous. La FFM poursuit son travail vers la dématérialisation des outils et services aux licenciés. Expliquez-nous. Écoutez, il n'y a encore pas très longtemps, tout était à travers des formulaires papier. Bon, aujourd'hui, on considère que c'est relativement obsolète et on travaille sur une dématérialisation classique. Bon, on n'est pas la seule entreprise à le faire, mais on fait déjà 90% du chemin et ça marche très bien. Ça veut dire quoi si on veut aller par exemple rouler une journée au circuit Carole, on peut régler ça Ah ben aujourd'hui, vous arrivez au circuit Carole avec rien, votre carte de crédit quand même, et vous pouvez prendre un titre à l'accueil du circuit Carole et vous pouvez rouler immédiatement, enfin un quart d'heure après.
Et en plus, pour ceux qui veulent rouler l'année prochaine, ça commence aujourd'hui. Vous avez juste à prendre votre téléphone, vous allez sur le site, vous pouvez prendre votre licence. Ça démarre aujourd'hui. On a ouvert le site aujourd'hui, oui, pour les prises de licence, en effet. Alors, les licenciés, ils sont là, ils sont en augmentation, ça c'est bien, mais il faut des épreuves, justement. On en est à combien, justement, actuellement, d'épreuves ? Ça reste à peu près stable. Ça, c'est un point positif, ça reste à peu près stable. C'est environ 1300, malgré les difficultés environnementales que l'on a, notamment en enduro. On arrive à stabiliser ça. On aide beaucoup nos clubs. Là-dessus, on aide beaucoup nos clubs. Vous savez qu'on a un service juridique fort, performant à la fédération. On va régulièrement en préfecture, en région, en département pour aider les clubs à ce niveau-là. Par exemple, il y avait un juriste, en l'occurrence, qui était hier en Dordogne, parce que le club avait une difficulté d'homologation de son site, de son terrain de motocross. Et on est descendu là-bas pour l'assister et on a permis l'homologation de l'équipement. Très bien, alors ça c'est pour les clubs. Il y a aussi des grandes épreuves aussi qui mettent en avant le sport moto en France. On peut les rappeler, les grandes épreuves de l'année. Les grandes épreuves, tout le monde les connaît. L'Enduro du Touquet, le Grand Prix de France de vitesse, les Grands Prix de France de motocross, j'en oublie. Alors, ça peut les 24 heures moto, le bol d'or. Bien sûr les courses d'endurance, bien sûr. Oui. Alors, et la médiatisation également qui est en hausse. Sur ces grandes épreuves. Oui, sur les grandes épreuves, en effet, globalement, on peut dire que la médiatisation, le public reste très important. Il n'y a pas de grosse inquiétude, c'est pas Claude Michy qui dira le contraire aujourd'hui, même s'il y a des disparités, il y a 12 épreuves qui marchent un peu moins bien. Bon, par contre, sur les épreuves moins importantes, c'est plus difficile. Mais la médiatisation, comme tu le disais, par contre, elle est en augmentation, et l'arrivée notamment d'Eurosport Event sur l'endurance apporte un net plus, ça c'est totalement évident. Alors, il y a plusieurs chaînes qui mettent en avant la moto, Eurosport notamment, avec le championnat du monde MotoGP. Il y a la chaîne L'équipe également, avec l'endurance, justement, avec le championnat du monde de motocross, qui y a toute la saison, le supercross également pendant l'hiver. Avec des chiffres qui sont très très bons, parce que pour votre information, la couverture par exemple du motocross des nations, on en parlait par l'équipe TV, eh bien a été l'audimat ou les parts de marché, comme vous dites, a été excellent. On a eu vraiment de très très bons retours en la matière. Ça, on ne va pas oublier, Maxime, quelque chose qui m'est cher, et à Bertrand Stey également, qu'on fait depuis des années sur Eurosport, le mondial Superbike. Avec des bons scores, et ça c'est important. C'est important. Fini votre pub là, c'est bon ? C'est important pour nous, c'est important pour la télévision, évidemment, d'avoir des bons scores, ce qui pérennise notre sport à la télévision. Les épreuves phares sur lesquelles on va jeter un œil en 2017. En France ? Oui, en France, bien sûr. On vient de les citer avec 2 Grands Prix de motocross, par contre, ça c'est une nouveauté. 2 Grands Prix de motocross. Jusqu'à maintenant, on avait un seul Grand Prix. Là, on a un 2e Grand Prix. Donc, cette année, on va à Ernée, en Mayenne, et puis on va également dans le Doubs, si je ne me trompe pas, à Villars. Pays de Montbéliard, voilà, Villars-sous-Écho. Il y aura le X-Trial des Nations, également à Pau. Et puis, un Super Motard des Nations. Un super moteur d'émotion à Carole, donc ça c'est une décision toute récente. Le promoteur du championnat du monde de supermotard nous a demandé si on voulait bien organiser les nations de supermoto, donc ce sera organisé au mois de septembre à Carole. Donc des grandes épreuves, mondial de motocross, bien sûr, les nations en supermotard et les ISDE, qui est la plus grosse épreuve d'enduro aussi. ISDE. Les ISDE, bien sûr, j'allais les oublier. Alors ce sera à Brive, là ce sera à Brive, donc c'est fin août, je crois, ou tout début septembre. Est-ce que tu as la date, Maxime? Alors si tu poses la question, il faut avoir la date derrière, parce que là par contre... Bien, on peut m'aider là, c'est quelle date? 26 août au 2 septembre. 26 août au 2 septembre, voilà. Alors, j'avais pas la date. Les ISDE, on les a pas organisés depuis 2001. C'est la dernière organisation. Là aussi, on parlait du motocross des nations en disant que c'était le plus grand motocross au monde. Ça, c'est la plus grande épreuve d'enduro au monde. Et donc, ça fait vraiment plaisir de la voir revenir en France parce que on est certain que ce sera une très très grande réussite. Donc, à Brive, début septembre. Écoutez, on a bien 4 Grands Prix MotoGP en Espagne, on a 2 Grands Prix de motocross en France. C'est pas plus mal. On va passer à quelque chose qui vous est cher, Président. L'aide fédérale au club, elle se poursuit. Ah ben bien sûr, ça c'est... Vous savez, encore une fois, je considère que ce qui est important, c'est d'aider ceux qui organisent et structurent le sport. Alors bien entendu, il y a la fédération, mais c'est pas nous qui allons organiser un championnat de ligue ou de motocross ou une épreuve régionale de trial. C'est les clubs qui l'organisent. Et donc il faut les aider pour ça. Jusqu'en 2008, les clubs devaient payer pour organiser une épreuve. Aujourd'hui, non seulement ils ne payent plus, mais la fédération les aide, les subventionne et les assiste pour organiser donc, ces épreuves, ce qui permet sans doute, c'est l'une des raisons, de conserver le nombre d'épreuves à peu près stable malgré les difficultés d'organisation. Et la fédération continue également d'investir dans les circuits de motocross notamment. Vous en êtes où actuellement ?
Combien de rachats? Alors c'est le 9e rachat, c'est pas limité au motocross, hein. Je veux dire qu'on on a notamment un terrain de trial qui est sur lequel on l'a pas encore acheté, mais en tout cas on envisage de le faire. Nous c'est tout équipement, hein. Je veux dire, bon, dans la mesure de nos moyens, bien entendu. Si Serge demain veut vendre le circuit de Manicourt, je suis pas sûr qu'on pourra l'acheter tout de suite. Mais par contre les terrains de motocross, eh bien oui, on va continuer à les acheter, mais encore une fois, c'est une démarche de sauvegarde, hein. Le but n'est pas d'avoir des propriétaires fonciers un peu partout en France. Le but, c'est lorsqu'un terrain risque de fermer parce qu'il y a une vente, dans le cas d'une succession par exemple, lorsque le terrain est vendu, le club n'a pas les moyens de le racheter, donc l'activité risque de disparaître. À ce moment-là, donc la fédération se substitue en fait au propriétaire, rachète l'équipement et le club reste locataire. Il n'est plus locataire d'un propriétaire privé, il est locataire de la fédération. Alors justement, un point où la vitesse notamment a fait sa révolution depuis plusieurs années et où le motocross est en pleine mutation, c'est la sécurité. Où est-ce que vous en êtes? Comment se dessine justement l'action de la fédération dans ce domaine? Tu sais, c'est l'un des grands chantiers qu'on a ouverts, hein. Je l'ai déjà expliqué là aussi, mais autant en vitesse, il y avait eu vraiment une évolution notable sur ces 30 dernières années, hein. Aujourd'hui, les circuits de vitesse sont vraiment très sécurisés. Autant en motocross, on n'avait absolument rien fait pendant la même période. On était toujours sur un schéma, un format des années 50-60. Hein. Les terrains étaient restés à peu près, sur le plan de la sécurité, restés à peu près dans la même configuration. Sachant que les motos vont plus vite, les pilotes vont généralement plus vite, donc les risques étaient à mes yeux démultipliés. Et on n'en avait pas trop conscience. Dans le milieu du motocross, il y a des spécialistes ici, personne n'en avait vraiment conscience. Donc il a fallu surtout que ce soit quelqu'un qui vienne d'une autre discipline, conseillé d'ailleurs par Michael Pichon en la matière, je tiens à le dire, pour qu'on mette en place cette politique de sécurisation des circuits de motocross. Alors, on a 2 salariés à la fédération, hein, qui s'occupent de ça, Olivier Robert, l'ancien entraîneur national, et Loïc Léonce, qui fut un pilote de haut niveau, et qui s'occupe de la sécurisation. Donc c'est des centaines de visites, je crois qu'on en est à 500 visites environ depuis qu'on a lancé le programme, avec donc des premières visites, des visites de contrôle derrière, etc. Et je crois qu'on a quand même upgradé, comme on dit, de façon notable la sécurité des circuits de motocross. Mais on n'a pas fini, parce que jusqu'à maintenant on s'occupait surtout de la sécurisation du public, hein, parce que lorsque vous êtes en train de regarder dans une zone autorisée une compétition et que vous prenez une moto dans la figure, c'est pas normal. C'est pas acceptable. Dans tous les cas, là, on n'est pas dans la notion de risque accepté, hein. Personne ne va voir une compétition pour prendre une moto de la figure. Donc ça, c'est absolument inacceptable. Donc c'est ce qu'on a fait dans un premier temps. Dans un deuxième temps, il faut s'occuper de la sécurité des pilotes aussi. Donc on va travailler là-dessus maintenant. Les prochaines visites auront plus, comme on a fait l'essentiel sur la sécurisation du public, eh bien on va travailler sur cet angle, l'angle plutôt des compétiteurs dès à présent. Autre chose qui vous tient à cœur, Jacques, c'est le sport au féminin, une activité qui se développe à travers le comité féminin FFM. Je salue la présidente, d'ailleurs elle est là, Emma. C'est clairement quelque chose, on le voit, bon, soyons clairs, on n'aura jamais, je ne fais pas de mauvais jeu de mots là, mais on n'aura jamais 40% ou 30 ou 40% de notre effectif qui sera féminin. Mais par contre, on part vraiment de très très bas, hein. On est à 3%. Donc on peut gagner. Donc on peut gagner. Donc, et on le voit là avec le travail que fait Emma, que fait Ludivine également, que fait Livia Lancelot. On voit clairement que on peut en faisant des offres, en proposant aux filles des activités intéressantes, des activités structurées, des activités bien organisées, eh bien on peut les intéresser. Et notamment on a organisé à plusieurs reprises par exemple, des compétitions de vitesse, hein, ouvertes, réservées aux filles. Et on a vraiment eu je rappelle qu'au Mans par exemple on avait prévu un créneau sur l'épreuve qui a été organisée au Mans. Et bien, on avait prévu un créneau, on était obligé d'en ouvrir un deuxième tellement il y avait une affluence de jeunes filles qui souhaitaient participer à cette compétition. Ce que nous disait Emma tout à l'heure, elle avait été surprise au bout de 24 heures de voir les gens qui étaient en liste d'attente et ça avait été un vrai succès. Ça va se multiplier l'année prochaine. D'ailleurs, la chaîne Eurosport, nous on s'intéresse au sport féminin. On a invité Emma Claire dans l'émission Warm Up. On a invité également Olivia Lancelot qu'on va récompenser tout à l'heure. Un petit mot également en 2017 de la Women's Cup qui va donc s'amplifier. Il va y avoir plus d'épreuves. Oui, ben, c'est quelque chose donc dans le prolongement de ce que je viens de dire, c'est quelque chose qui a tendance à se développer et qui fonctionne bien. Donc on va évidemment aider à la promotion de cette compétition. Il y aura donc une épreuve lors des 24 heures moto en avril prochain, une à l'Édenon et puis une donc au circuit Carole. Oui, tout à fait. Oui. Alors on va faire un point justement sur le sport, sur ces championnats de France. On débute par le motocross.
Une formule en motocross, bizarre, qui a fait ses preuves en tout cas ces dernières années, c'est le regroupement des catégories. Espoir 85, Junior et Élite sont ensemble le même week-end. Alors, ça a débuté il y a quelques années, 2014. Quel bilan maintenant tirez-vous de cela? Et est-ce qu'on va continuer dans cette formule? Alors, il faut expliquer un petit peu à ceux qui ne sont pas des spécialistes de motocross. Jusqu'à maintenant, les championnats se déroulaient individuellement. Autant en vitesse, en Superbike par exemple, toutes les catégories courent en même temps, mais imaginez qu'en vitesse, on fasse rouler les super sports dans un meeting et le Superbike dans un autre meeting. Bien, en motocross, c'est le cas jusqu'à présent. Et on a décidé donc récemment de commencer à rassembler les catégories. Ça a été dès le début un succès, mais bon, il y a quelques résistances parce qu'on a beaucoup de clubs qui souhaitent organiser donc des épreuves. Donc si on les rassemble toutes au même endroit, et bien le nombre de clubs qui peuvent organiser celle-ci devient par définition beaucoup plus limité. Donc le faire brutalement, c'était pas possible, donc on le fait par étapes, mais d'ici, on peut dire que je pense que l'année prochaine, toutes les épreuves seront réunies ensemble. Donc 2018. Lorsque je dis l'année prochaine, c'est 2018. Voilà, 2018, on pense à un regroupement total donc des championnats de France, Espoir, Junior et Élite sur le même week-end, sur la même manifestation. Côté projet, Supermotard également, vous avez pensé aux jeunes? Oui, il y a une catégorie 125 qu'on a créée en Supermotard, parce qu'il y avait visiblement une demande. Alors, le Supermotard était moribond il y a 4-5 ans, et c'est aujourd'hui une catégorie qui est repartie. Je pense qu'on est aussi pour quelque chose, parce qu'on a travaillé là-dessus, on a changé les hommes qui encadraient cette discipline, et aujourd'hui ça marche très bien. Et on a donc une participation très importante. Du coup, de nombreux clubs souhaitent organiser des épreuves. Aujourd'hui, on est obligé on ne peut pas donner une manifestation à tous les clubs qui le souhaiteraient, alors qu'il y a 5 ans, c'était l'inverse, c'était qu'on n'avait pas assez de clubs qui étaient candidats. Donc ça prouve que ça marche bien, et avec une participation nombreuse. Je crois qu'il y a les spécialistes du Supermotard qui sont dans la salle conviendront que la France c'est un pays où le Supermotard marche encore bien, où le Supermotard réussit, et c'est pas vrai partout en Europe. Donc moi je suis très content de ce succès. Oui, et puis quand je pensais aux jeunes, on parle des 125, on ira même jusqu'aux 85 cm3. Donc là, vraiment une filière qui se crée pour le Supermotard en France. Jacques, on va passer à la famille dont vous venez, la vitesse avec un championnat de France Superbike qui se porte bien. Oui, globalement l'ensemble des disciplines se portent plutôt bien en sport moto français. La vitesse ne déroge pas, elle fonctionne bien et on va rester à peu près dans le même schéma. C'est un schéma qui marche, donc on n'a pas l'intention de modifier en profondeur. Il y aura quelques ajustements, mais il n'y a pas de modification en profondeur du championnat de France Superbike, ou des promos sport. Et il y a eu une bonne nouvelle cette année avec la diffusion d'une manche sur la chaîne L'Équipe. Oui, alors ça c'est un investissement que la fédération a fait, c'est une réussite. C'est une réussite. Alors c'est vrai qu'on a bénéficié, juste précédemment, on avait le motocross des nations. Donc on peut penser qu'un certain nombre de téléspectateurs passionnés de motocross sont restés sur la chaîne derrière pour assister donc, à la diffusion donc, de l'épreuve de championnat de France de Superbike à Albi. Mais ça a été un succès à tout niveau, et notamment en termes d'audimat. Donc on va reconduire cette opération en mettant un peu plus de moyens, parce qu'on sait que la qualité des images, c'est notamment le nombre de caméras. Si vous mettez 5 caméras, vous avez un certain rendu visuel. Si vous en mettez 10, eh bien, il est bien meilleur. Après, caméras embarquées, enfin, etc., mais ça coûte de plus en plus cher, bien sûr. Mais donc, on va mettre un peu plus de moyens et on essaiera de couvrir peut-être 2 épreuves l'an prochain. Un autre succès, c'est la catégorie Objectif Grand Prix, ouverte aux jeunes à partir de 12 ans en pré-Grand Prix, 13 ans en pré-Moto 3. C'est mis en place par Thierry Capella, qu'on avait invité avec Alexandre Vigneault et Christophe Malbranc sur Eurosport, que j'ai aperçu. C'est pour vous aussi, vous considérez que c'est un vrai succès? Ah oui, écoutez, moi je tiens à féliciter Thierry parce que lorsqu'il est venu me voir pour me proposer ce projet, moi j'étais tiède, clairement j'étais tiède parce qu'il y avait déjà eu des essais précédemment, ça n'avait pas très bien marché. Et donc j'ai dit à Thierry, écoute, si tu veux y aller, vas-y, mais tu prends de gros risques. Alors on va t'assister, on va t'aider, puisqu'évidemment l'une des difficultés c'est qu'il n'y avait pas de moto sur le marché. Alors lancer une série sans moto, c'est pas bon, en athlétisme ça marcherait, mais c'est moins bon en vitesse. Et donc on a pris contact avec la firme Sherco, et on leur a, une firme française, parce que je voulais travailler avec des Français, et on leur a proposé de fabriquer une série de motos destinées à ce championnat. Ils ont marché. Bon, on a été obligé évidemment de garantir, d'être caution sur un achat minimum de 10 motos, donc la fédération s'est portée caution, a acheté 10 motos en fait. Voilà. Et puis ça a permis à la série donc d'être fabriquée, et aujourd'hui d'avoir un potentiel suffisant. Alors la participation n'a pas été très importante cette année, elle a tourné aux environs de 13-14, mais on est persuadé que dès l'an prochain on sera au-dessus de 20.
Alors un autre garçon qu'on a croisé également, on l'avait invité sur Eurosport lors de la FP4 à Valencia au dernier Grand Prix MotoGP, c'est Stéphane Paulus qui a créé une coupe handisport. Il y aura 4 épreuves, il y en a eu 3 en France. Et il y aura surtout une épreuve pour le Grand Prix de France de Claude Michy, le Grand Prix de France de vitesse au banc. Et c'est vraiment une très très bonne idée, c'est vraiment un garçon qui s'investit beaucoup. Je sais que là aussi vous le suivez. Alors ben, c'est un garçon qui m'a convaincu, parce que je me souviens que la première fois qu'on s'est vu, en fait, on lui refusait de rouler. On considérait que c'était trop risqué, et c'est vrai qu'au début ça fait un petit peu peur, hein, ça fait un peu peur. Donc il est venu me voir, il a réussi à me convaincre, et puis il est volontaire, il est dynamique, il a réussi à fédérer autour de lui toute une série de garçons ou de filles qui ont les mêmes problèmes que lui, et donc il a aujourd'hui, il est capable d'organiser une compétition avec un plateau suffisant. Il a même pris des contacts avec les Italiens, il organise une sorte de match France-Italie. Donc on est clairement à ses côtés, parce que aider des garçons ou des filles qui veulent s'en sortir, qui veulent sublimer. Vous savez, Stéphane, pour ceux qui le connaissent, c'est un garçon, il n'est pas handicapé. Il n'est pas handicapé quand il vient à la fédération, qu'on va déjeuner ensemble, etc. Il n'est pas handicapé. Hein, il a totalement sublimé ça, et ça donne vraiment envie d'aider ces gens-là. Très bien. Côté tout-terrain maintenant, l'enduro. L'enduro, des bases solides, ça fonctionne, on garde le cap. Bah oui, avec en plus les ISDE organisés cette année. Alors, vous le savez, on n'a pas participé aux ISDE en 2016, parce que moi j'étais mécontent de la façon dont la FIM organisait les ISDE. Alors rassurez-nous, c'est en France l'année prochaine, on aura une équipe de France. On y participera, et on les gagnera, j'en suis sûr, hein, les enduristes. Hein. Je suis sûr qu'on va remporter les ISDE. L'enduro, c'est également ça marche tellement bien qu'il faut quand même ramener des nouvelles choses. Le renouveau, c'est un retour aux sources, une nouvelle épreuve qui est revenue au calendrier, 24 heures d'enduro. Oui, alors on est à mi-chemin entre l'enduro et l'endurance tout-terrain, mais c'est vrai, c'est une épreuve, on se souvient des 24 heures de Bretagne, on se souvient de ces épreuves-là qui avaient vraiment un réel succès. Donc en effet, Jean-Luc Miroir et Vincent Rigaudière ont décidé de relancer cette manifestation, et je crois que ça a très bien marché. En tout cas, c'est une épreuve qui a fait date et qui sera réorganisée très vraisemblablement, puisque c'était un succès incontesté, je crois. Alors on commente également du speedway régulièrement sur Eurosport et Eurosport 2. Et il va y avoir en 2017, Président, le lancement de la Ligue nationale de speedway. On a pu constater, nous, que c'est surtout des gens du sud-ouest qui participent à ce genre d'épreuve. Oui, alors le speedway, ici en France, c'est une discipline, on va dire, régionale. Elle se court en effet essentiellement dans le sud-ouest. Mais alors si vous allez en Pologne, c'est une discipline qui est pas tout à fait l'équivalent du football, mais presque. En tout cas, c'est un sport vraiment très très coté, notamment il y a des paris très importants faits dessus. C'est vraiment un sport national. Les Anglais aussi, c'est les Anglais également. Il y a une couverture avec beaucoup de pages. Absolument. Donc c'est une discipline peu connue en France, mais qui a vraiment un rayonnement international, européen en tout cas. Hein, on pense aussi aux pays scandinaves. Alors on essaie de développer ça en France. Ça marche moins bien dans les pays latins. En Espagne, il n'y en a pas du tout. En Italie non plus. Par contre, en France, ça existe dans le sud-ouest, et on va essayer de développer cette discipline. On a évoqué tout à l'heure le circuit Carole. Un mot sur le renouvellement de la concession. Pour combien d'années ? C'est un joli coup, a priori. Oui, alors le circuit Carole, bon, contrairement, vous savez, tout à l'heure j'ai évoqué les terrains que l'on rachetait. Alors le circuit Carole, on n'est pas dans cette logique-là. Le circuit Carole, ça appartient à l'État. C'est un équipement sportif qui appartient à l'État, mais l'État n'a pas vocation à le gérer, et donc elle cherche des gestionnaires à travers ce qu'on appelait une DSP, une délégation de service public. Ça a changé de nom, mais enfin c'est la même chose aujourd'hui. Et cette délégation nous avait été confiée en 2012, lorsque le département de la Seine-Saint-Denis s'était retiré, et visiblement ils sont contents, puisqu'ils nous ont renouvelé pour 7 ans cette délégation, donc on va continuer à gérer le circuit Carole jusqu'en 2022, je crois. Voilà, donc 7 ans supplémentaires. Il y a également un livre en préparation sur l'histoire de ce circuit Carole, où vous avez montré les. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, donc avec un journaliste qui s'appelle Zeffeno, et bien on est en train de faire un livre pour raconter la genèse, l'histoire du circuit Carole. C'est une histoire tout à fait exceptionnelle, hein, le circuit Carole. Il faut rappeler que les anciens se souviennent que fut organisé dans les halls, dans les halles de Rungis, qui venaient d'être... on avait eu le transfert des halles qui venaient de quitter Paris pour Rungis, et donc au tout début, eh bien, la radio, je crois, RTL, si mes souvenirs sont bons, a décidé d'organiser une course de moto, un moto qui était en plein renouveau, dans les halles. Alors vous savez, à l'époque, course de moto, c'était on prenait des bottes de paille, on faisait un tracé, on mettait des bottes de paille et on organisait une course avec les champions du monde. Hein. Il y avait Agostini qui était champion du monde, qui était au départ de l'épreuve. Imaginez Marquez en train de tourner dans les halles de Rungis aujourd'hui. Bien. Et la course a eu lieu, bon, elle s'est déroulée sans grand problème. Mais ensuite, après, les motards ont décidé d'investir Rungis. Et donc tous les vendredis, comme il y
avait pas de circuit à l'époque, ben, tous les vendredis, ils allaient tourner là-bas dans des conditions de sécurité tout à fait catastrophiques. Il y a eu 19 morts en 5 ans. Bon, donc là-dessus, le mouvement motard s'est fédéré. D'ailleurs, on peut penser que la FMC, et je salue d'ailleurs nos amis de la FMC qui sont présents dans la salle, la FFMC a été sans doute créée à cette occasion-là. Enfin, en tout cas, elle fut l'émanation de ce mouvement motard qui s'est fédéré et qui a permis la création du circuit Carole en 79. Voilà. Alors donc, avec au début une gestion par un garçon qui s'appelait Jean-Jacques Branfou, certains l'ont connu, c'est un ancien du SAC, etc. Enfin, oui, c'était une gestion un petit peu particulière. Mais aujourd'hui, c'est la fédération qui le gère, après avoir eu une gestion par les collectivités locales. Aujourd'hui, c'est nous qui gérons ce circuit, donc on a voulu retracer un peu toute cette histoire, et ça va faire un très beau livre qui va sortir d'ici peu. On est persuadé, merci à Zefeno. Avant de passer aux questions de la salle, il y en aura sans doute peut-être sur le motocross, par exemple sur votre sélection. Président, un mot de conclusion sur cette conférence de presse? Ben écoutez, moi, sur la saison, moi, je dirais qu'on a encore fait une très belle année, une très bonne année. Notre nombre de licenciés est toujours en augmentation. Donc, moi, je peux que être satisfait. Je suis un président content, heureux. J'ai été réélu en plus, donc tout va bien. Bon, nonobstant que néanmoins, et je l'ai évoqué largement, la problématique assurantielle. Bon, on peut peut-être espérer qu'il y aura un changement au gouvernement d'ici peu, et peut-être qu'on aura un nouveau président de la République qui sera plus sensible que l'actuel au sport mécanique, et peut-être qu'on arrivera à trouver une solution. Je l'espère en tout cas. L'actuel fait du scooter quand même. Certes.